Je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans, et mon propre frère m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il n'y avait pas de place pour moi lors du voyage de Noël de notre famille à cause de restrictions budgétaires. Avant de vous raconter comment ce simple message a conduit à un don de 5 millions de dollars en mon nom et à la destruction totale de la réputation de ma famille, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cela a commencé un mardi, un de ces mardis gris et boueux de décembre où le froid parvient à s'infiltrer par la semelle de vos chaussures et à s'installer directement dans vos os. J'étais assis à ma table de dessin. L'éclat de 2 moniteurs illuminant un plan à moitié terminé d'une rénovation de hall. Mon téléphone a vibré contre le bureau en acajou. Je l'ai ignoré au début. J'étais dans ma zone de concentration, où j'essayais de l'être, mais il a vibré encore et encore. Je l'ai retourné. Un nouveau message de Lucas, mon jeune frère, le fils préféré, celui qui ne pouvait rien faire de mal, même quand il faisait tout de travers. J'ai balayé l'écran. Le message était court, clinique. Il ne commençait pas par « Salut, frérot » ou « Comment vas-tu » Il disait juste « Salut, Thomas, mauvaise nouvelle. Maman et papa ont dépassé le budget pour le voyage à Aspen. Les choses sont plus serrées que nous le pensions. Nous ne pouvons pas couvrir ton billet ou le partage de la chambre cette année. Il est probablement préférable que tu fasses l'impasse cette fois. On se rattrapera à notre retour. J'ai fixé l'écran. Le curseur de mon ordinateur clignotait sur un rythme moqueur et régulier. Faire l'impasse cette fois. Mon pouce a hésité au-dessus du clavier. J'avais envie de taper un paragraphe. J'avais envie de demander à quel point le budget pouvait être serré alors que nos parents venaient d'acheter un nouveau SUV il y a 3 mois. J'avais envie de demander pourquoi, pour la 4e année consécutive, j'étais la ligne budgétaire à couper du grand livre. Mais des années de conditionnement, des années à être le pacificateur, le silencieux, celui qui ne faisait pas de vagues ont pris le dessus. J'ai tapé 2 lettres. OK. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'ai même pas ajouté de point. Cela aurait demandé trop d'énergie. J'ai posé le téléphone et j'ai expiré. Une longue inspiration tremblante qui a fait vibrer ma poitrine. Je n'étais pas surpris. C'était la partie la plus triste. Je n'étais pas le cœur brisé. J'étais juste fatigué. C'était une douleur familière, comme une vieille blessure au genou qui se ravive quand il pleut. J'étais toujours l'option, jamais la priorité. J'étais la roue de secours que l'on garde dans le coffre, mais que l'on prie de ne jamais avoir à regarder. J'ai essayé de retourner au travail. J'ai vraiment essayé, mais mon esprit s'emballait. J'ai fait un calcul mental. Je connaissais la station où ils allaient. Je connaissais les prix des vols. Je les avais consultés moi-même il y a des semaines, anticipant la réservation. Un billet en classe économique de Chicago à Aspen coûtait environ 3 cents si vous réserviez tôt. Le partage de la chambre, peut-être 200 $ de plus pour ma part si je dormais sur le canapé lit, ce qui est là où je me retrouvais habituellement pendant que Lucas et sa femme Jessica prenaient la suite parentale. 5 cents. Ma famille m'avait effectivement dit que ma présence à Noël ne valait pas 500 $. 1 heure passa. Le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres mélancoliques sur mon bureau. Mon téléphone sonna de nouveau. Une notification Facebook. Eleanor Richard a ajouté 3 nouvelles photos. Ma mère. Je n'aurais pas dû regarder. Je savais que je n'aurais pas dû regarder. C'est comme arracher une croûte. On sait que ça va saigner, mais on le fait quand même. J'ai cliqué sur la notification. La première photo était un selfie. Ma mère et mon père, Robert et Eleanor, souriant largement. Leurs visages encadrés par des lunettes de soleil coûteuses et des parkas doublés de fourrure. La légende disait « Célébration avant le voyage ». Tellement excité pour notre escapade en famille à Aspen. La deuxième photo était de Lucas et Jessica. Ils tenaient des flûtes à champagne, les faisant teinter, mais c'est la troisième photo qui m'a retourné l'estomac comme si j'étais sur des montagnes russes. C'était une capture d'écran de leur confirmation de réservation. Ma mère, dans son enthousiasme, ou peut-être son manque total de conscience, avait publié les détails de l'hôtel. Grand Timber Lodge, la suite présidentielle. J'ai figé. Je connaissais cet hôtel. Je connaissais cette suite. En tant qu'architecte, je connaissais le plan d'étage, 2 chambres, une immense cheminée, un balcon privé avec un bain à remous,
et je connaissais le prix. J'ai rapidement ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur et entré les dates. Le tarif est apparu en gras et en noir. La différence entre la suite standard à 2 chambres qu'il réservait habituellement et la suite présidentielle était exactement de $600 par nuit. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le cuir craquant sous mon poids. Le calcul était simple. Il était brutal. Ils ne m'avaient pas écarté parce qu'ils étaient fauchés. Ils ne m'avaient pas désinvité parce que les temps étaient durs. Ils m'avaient écarté pour pouvoir utiliser l'argent économisé sur mon billet d'avion et ma nourriture pour améliorer leur chambre. Ils avaient échangé leur fils aîné contre un bain à remous et une cheminée. Un rire a monté dans ma gorge. C'était un son sec et rauque. Je ne valais pas 5 $. Je valais une mise à niveau. J'étais un poste budgétaire dans un tableur qui avait été supprimé pour faire de la place à des équipements de luxe. Ma valeur pour ma famille venait d'être quantifiée, et le chiffre était 0. J'ai de nouveau regardé la photo de Lucas et Jessica. Jessica avait commenté en dessous, « J'ai hâte de me détendre. » Nous le méritons. Méritons. Ce mot est resté suspendu dans l'air. Lucas, qui avait enchaîné 3 emplois de vendeur en 2 ans. Jessica, dont l'entreprise de consultante en marketing semblait principalement consister à poster des photos de son latar sur Instagram. Il le méritait. J'ai regardé autour de mon bureau. Il n'était pas immense, mais il était à moi. Les étagères étaient remplies de récompenses, le diplôme encadré de Cornell sur le mur, la table de dessin où j'avais passé des milliers d'heures à construire une carrière, brique par brique, ligne par ligne. Je venais de terminer les plans de la Sterling Tower. C'était le plus grand projet de ma vie, un gratte-ciel de 70 étages qui allait redéfinir la skyline de Chicago. J'avais été l'architecte principal, travaillant directement sous les associés du cabinet pendant 18 mois. J'avais vécu de café et d'adrénaline. J'avais manqué des anniversaires. J'avais manqué des rendez-vous. J'avais versé mon âme dans ce géant d'acier et de verre. Et ma famille, ils ne connaissaient même pas le nom du bâtiment. À Thanksgiving dernier, mon père m'avait demandé si je dessinais toujours des maisons. Mon ordinateur a sonné. Un nouvel email. Objet, prime de performance du projet Sterling. Mon cœur a fait un petit bond. Je m'attendais à une prime. Bien sûr, peut-être $5 000, peut-être 10 000 si les associés étaient généreux. Ce serait suffisant pour mettre dans mes économies, peut-être rembourser une partie de mon prêt hypothécaire. J'ai cliqué sur l'email. Cher Thomas, au nom des associés et de Monsieur Sterling lui-même, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre travail exceptionnel sur le projet Sterling Tower. Votre dévouement, votre vision et votre leadership ont permis de réaliser ce projet en avance sur le calendrier et en dessous du budget. Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre prime de performance qui sera déposée sur votre compte demain. J'ai fait défiler. Mes yeux ont balayé le texte standard jusqu'à ce qu'il se pose sur le chiffre au centre de la page. 50 000 $. J'ai cligné des yeux. Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé de nouveau. 50 000 $. L'air dans la pièce a semblé changer. Le bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur semblait plus fort. 50 000 $. Ce n'était pas juste une prime. C'était une déclaration. C'était une validation. C'était une preuve de valeur. J'ai regardé de nouveau l'onglet Facebook. La mise à niveau de la suite présidentielle. 6 $. J'ai regardé l'email. 50 000 $. Quelque chose à l'intérieur de moi a cédé. Ce n'était pas un craquement violent. Ce n'était pas un cri. C'était le claquement métallique silencieux d'une serrure qui tourne. Le dernier loquet tombant en place. Pendant 32 ans, j'avais mendié une place à leur table. J'avais accepté la chaise pliante au bout. J'avais accepté les restes. J'avais accepté les messages, pas de place pour toi. Je les avais crus quand ils disaient que j'étais difficile ou ennuyeux ou que je ne m'intégrais pas. Mais je m'intégrais. Je m'intégrais ici, dans ce monde de compétences et de réussite. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé Lucas. Je n'ai pas appelé mes parents pour les affronter. À quoi bon? Ils me feraient juste douter de ma santé mentale. Ils diraient que j'étais dramatique, que je comptais les centimes, que j'étais jalouse du bonheur de Lucas.
Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé le numéro d'un service de conciergerie de voyage haut de gamme que nous utilisions au cabinet pour nos clients VIP. Une femme nommée Sarah a décroché à la deuxième sonnerie. Concierge priorité. Sarah à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Bonjour Sarah, c'est Thomas Richard de Henderson & Wright Architects. J'ai besoin de réserver un voyage à la dernière minute. Bien sûr, monsieur Richard, où souhaitez-vous aller? Aspen, dis-je. Ma voix était calme. Pour la semaine de Noël. Aspen est très serré en ce moment, monsieur. C'est la haute saison. Je sais, dis-je. Je ne cherche pas une chambre d'hôtel. Je veux une maison, un chalet, quelque chose de privé, haut de gamme. Je l'entendais taper furieusement. J'ai quelques annonces. Il y a une propriété, le Summit. Elle vient de se libérer suite à une annulation. 5 chambres, accès direct aux pistes, cuisine de chef privé, piscine extérieure chauffée. Eh bien, c'est cher. À quel point? 15 000 $ pour la semaine. J'ai regardé le chiffre de 50 000 $ sur mon écran. Réservez-le, dis-je. Il y a eu un bref silence à l'autre bout. C'est fait. Et pour les vols, pour les billets, dis-je, première classe, quelle que soit la compagnie qui nous y mène le plus rapidement. 4, demanda Sarah. Qui sont les autres passagers? J'ai souri. C'était le premier sourire sincère que j'avais ressenti depuis des semaines. Mon oncle Ben, dis-je. Ma tante Clara et ma cousine Mia. Oncle Ben, le jeune frère de mon père, le charpentier, l'homme qui conduisait un pick-up de 20 ans et sentait la sueur de bois et le café. L'homme qui était venu à ma remise de diplôme du lycée quand mes parents étaient trop occupés par le tournoi de football de Lucas. L'homme qui m'avait glissé 100 $ quand je suis parti à l'université et m'avait dit d'acheter autre chose que des ramen, même si je savais qu'il ne pouvait pas se le permettre. Et Sarah. J'ai ajouté, oui, monsieur Richard. J'ai besoin d'un service de voiture à l'aéroport d'Aspen. Pas de navette. Je veux un SUV, un grand, un Cadillac Escalade ou un Lincoln Navigator. Noir. Je m'occupe de tout, monsieur. Vous aurez l'itinéraire dans l'heure. Merci. J'ai raccroché le téléphone. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Mais ce n'était pas de l'anxiété. C'était de l'adrénaline. C'était le frisson, après 3 décennies, de prendre enfin la plume de leurs mains et d'écrire ma propre histoire. J'ai regardé le SMS de Lucas une dernière fois. Pas de place pour toi. Tu as raison, Lucas, ai-je chuchoté au bureau vide. Il n'y a pas de place pour moi dans votre monde parce que je l'ai dépassé. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'avais un coup de téléphone à passer à l'oncle Ben. Et pour la première fois de ma vie, je ne redoutais pas Noël. J'allais à la guerre et j'apportais l'artillerie lourde. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon de logistique et de vindications tranquilles et bouillonnantes. Je n'ai pas prévenu mes parents. Je n'ai pas prévenu Lucas. Je les ai laissés croire que j'étais assis dans mon appartement à Chicago, réchauffant une lasagne surgelée et regardant La vie est belle seule. C'était le rôle qu'ils m'avaient attribué. Après tout, le frère bourreau de travail solitaire qui n'avait pas de vie. Mais tandis que je faisais mes valises, mes vraies valises, l'équipement North Face robuste que j'utilisais pour les visites de chantier, et non le vieux sac de sport que j'emportais habituellement pour les voyages en famille, les souvenirs ont commencé à affluer. C'était comme ouvrir un vieux registre poussiéreux et enfin faire le bilan des dettes. Ce n'était pas seulement ce voyage. Ce n'était jamais juste un voyage. Je me suis souvenu d'avoir 18 ans. C'était tout, humide et chaud. J'avais été accepté au programme d'architecture de Cornell. C'était mon école de rêve, mais les frais de scolarité étaient élevés. Mes parents m'ont fait asseoir à la table de la cuisine, leur visage solennel. Thomas, avait dit mon père, la voix lourde d'un faux regret. Nous sommes si fiers de toi, mais l'entreprise a eu une année difficile. Nous ne pouvons pas t'aider avec les frais de scolarité. Tu devras prendre des prêts. J'avais hoché la tête. J'avais compris. Les affaires sont les affaires. J'avais signé les papiers. J'avais contracté des dizaines de milliers de dollars de dettes avant même d'avoir assisté à mon premier cours.
J'avais passé mes années universitaires à travailler la nuit dans une bibliothèque et les week-ends dans un cabinet d'architecture pour payer mes livres et ma nourriture. 2 mois après cette conversation, je suis rentré pour Thanksgiving. Il y avait une toute nouvelle voiture dans l'allée, un coupé sport rouge. À qui est-ce, ai-je demandé, laissant tomber mon sac sur le porche. Lucas est sorti, souriant. Il avait 16 ans. Il n'avait même pas encore son permis complet. La mienne, dit-il, jetant les clés en l'air. Papa a dit que j'avais besoin de quelque chose de fiable pour quand je commencerai à aller à l'entraînement de football. Fiable? C'était une voiture de sport à 2 portes. J'ai regardé mon père. Il n'a pas voulu croiser mon regard. Il en avait besoin, Thomas, a-t-il marmonné. L'image est importante pour l'équipe. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pu. La boule dans ma gorge était trop grosse. Mon éducation, mon avenir était une dépense qu'il ne pouvait pas justifier. L'image de Lucas était un investissement. C'était la première entrée dans le grand livre. Puis il y a eu la croisière quand j'avais 25 ans. Ma mère l'avait planifiée pendant des mois. Des retrouvailles familiales, elle appelait ça. Elle avait juré que tout le monde irait. J'avais demandé du temps libre au travail, ce qui était presque impossible en tant qu'associé junior. 3 jours avant de devoir prendre le large, maman a appelé. Mon chéri, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de ce ton doucereux qu'elle utilisait quand elle mentait. Il y a eu une confusion avec les cabines. L'agent de voyage s'était trompé. Il nous manque un lit. D'accord, dis-je, sentant la froideur familière dans mon estomac. Alors, je dormirai par terre ou nous pouvons réserver une autre chambre. Eh bien, en fait, elle a hésité. Jessica vient. Lucas voulait vraiment qu'elle soit là et tu sais, ils deviennent sérieux. Ce ne serait pas bien de lui demander de rester en arrière. Jessica, ils sortaient ensemble depuis 3 mois. J'étais son fils, alors je suis dehors. J'ai dit, ce n'est qu'une fois, elle a promis. Nous nous rattraperons. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai passé cette semaine à travailler en double. J'ai vu les photos plus tard. Jessica portant un chapeau de soleil, tenant un cocktail, riant avec mes parents. Elle avait pris mon billet. Elle avait pris ma place. C'était la 2e entrée. J'ai secoué la tête, chassant les souvenirs en fermant ma valise. La colère me brûlait autrefois. Me faisait me sentir petit et sans valeur. Maintenant, elle ne semblait être qu'un carburant. Un carburant froid et efficace. J'ai conduit ma voiture au parking longue durée d'OHRE. Mais je ne suis pas allé au terminal. J'ai pris un Uber pour le sud de la ville, dans un quartier de petits bungalows propres qui avait connu des jours meilleurs. Je me suis arrêté devant la maison de l'oncle Ben. Son camion était dans l'allée, une bête rouillée qui avait survécu à 20 hivers de Chicago. J'ai monté les marches et j'ai frappé. Ben a ouvert la porte. Il portait une chemise à carreaux et un jean couvert de sueur de bois. Son visage, ridé et buriné comme du vieux cuir, s'est fendu d'un sourire confus. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais que tu étais. » « Eh bien, je pensais que tu t'occupais du travail. » Il était au courant de la désinvitation. Je ne lui avais pas dit, mais tante Clara avait probablement vu les publications sur Facebook. Il savait. Il savait toujours. Ai-je menti sans sourciller. J'ai un voyage de travail, une inspection de site au Colorado. Colorado. Ben a levé un sourcil. Aspen, dis-je. Et j'ai besoin de consultants, de personnes honnêtes et travailleuses qui peuvent me dire si les finitions en bois sont conformes aux normes. Ben a ri. Un grondement profond. Je ne pense pas que mon taux horaire corresponde au budget de ton entreprise. Mon cher, dis-je en entrant. Tante Clara était dans la cuisine, essuyant les comptoirs. Mia, maintenant âgée de 14 ans et collée à son carnet de croquis, a levé les yeux de la table à manger. Le client est très exigeant. Il veut le meilleur et il a déjà payé le voyage. J'ai sorti 4 cartes d'embarquement imprimées de ma poche de veste et je les ai posées sur la table. Première classe, dis-je. Le vol part dans 4 heures. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur. Thomas, a dit tante Clara, sa voix tremblant légèrement, nous ne pouvons pas.
C'est trop. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que, dis-je, en regardant Ben. J'ai besoin de ma famille avec moi pour Noël. Ma vraie famille. Ben m'a regardé. Il a regardé les billets. Il a vu la douleur dans mes yeux que j'essayais si fort de cacher. Et il a vu la détermination. Il n'a pas posé de questions sur Robert. Il n'a pas posé de questions sur les SMS. Il a compris. Fais tes valises, Clara, a dit Ben, la voix chargée d'émotion. L'architecte a besoin de nous. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut d'abord silencieux, mais l'ambiance changea dès que le SUV noir que j'avais loué s'arrêta au trottoir. Ce n'était pas juste une voiture. C'était un sanctuaire. Des sièges en cuir, des vitres teintées, un chauffeur qui tenait la portière ouverte. C'est pour nous, murmura Mia, les yeux écarquillés. Montez. J'ai souri. Une fois à l'aéroport, nous n'avons pas fait la queue interminable pour la sécurité. Nous sommes passés par la voie prioritaire. Nous nous sommes assis dans le salon, mangeant des mini-burgers gratuits et buvant de l'eau pétillante. J'ai regardé Ben observer le salon. Il semblait déplacé dans ses chaussures de travail parmi les costumes et les ordinateurs portables, mais il tenait la tête haute. Il le méritait. Il avait travaillé de ses mains pendant 40 ans, construisant des maisons pour d'autres, réparant leurs toits, ponçant leurs planchers tout en luttant pour garder son propre chauffage. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de ma mère. Atterri à Aspen. C'est magnifique. J'aurais aimé que tu sois là, mon chéri. Peut-être que l'année prochaine nous pourrons mieux gérer le budget. Mieux gérer le budget. J'ai regardé la coupe de champagne dans ma main. J'ai regardé l'oncle Ben, qui riait à quelque chose que tante Clara disait. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le vol 492 à destination d'Aspen embarque maintenant, groupe 1. L'annonce est venue du haut-parleur. C'est nous, dis-je en me levant. Tandis que nous marchions sur la passerelle, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Je laissais derrière moi le Thomas qui mendiait des restes. Je laissais derrière moi le Thomas qui dormait sur le canapé-lit. J'entrais dans une nouvelle vie. Et j'avais la sensation étrange qu'à la fin de cette semaine, l'équilibre des pouvoirs dans la famille Richard allait changer définitivement. Aspen en décembre sans l'argent. C'est la seule façon de le décrire. Ça sent le pain, la fumée de bois et le parfum cher. Quand nous avons atterri, l'air était vif et léger. Tandis que les autres passagers se bousculaient pour les navettes vers les hôtels, un chauffeur en uniforme sombre tenait une pancarte avec mon nom, Monsieur Richard. Pas la famille Richard, juste moi. Nous sommes montés dans un autre SUV. Un énorme Cadillac Escalade cette fois, et avons commencé l'ascension de la montagne. Où allons-nous exactement, Thomas, a demandé tante Clara, regardant par la fenêtre les arbres couverts de neige. Est-ce près de l'hôtel où sont tes parents? Non, dis-je, ce n'est pas près de l'hôtel. C'est plus haut. Nous avons dépassé le Grand Timber Lodge. J'ai vu le panneau et j'ai ressenti un frisson de satisfaction. C'était un bel hôtel, certes, bondé, touristique. Nous avons continué à monter. La route est devenue privée, fermée par un portail. Les maisons ici n'étaient pas des maisons. C'étaient des domaines. Des structures massives de bois et de pierre qui semblaient avoir poussé à même la montagne. Le chauffeur a tourné dans une longue allée chauffée et s'est arrêté devant un vaste chalet. C'était magnifique. Des baies vitrées du sol au plafond reflétaient les sommets enneigés. Une terrasse enveloppante. De la fumée s'échappant paresseusement de 3 cheminées différentes. Nous sommes arrivés, dis-je. Mia a halté. Tu plaisantes. Non. Nous sommes entrés et la chaleur nous a enveloppés. L'intérieur ressemblait à quelque chose tiré d'architectural digeste. Des plafonds voûtés, une cheminée assez grande pour y tenir debout, une cuisine qui coûtait plus cher que mon premier appartement. Il y a 5 chambres, leur ai-je dit. Choisissez celle que vous voulez. J'ai pris la liberté de remplir le réfrigérateur. Oncle Ben s'est dirigé vers l'îlot de la cuisine. Il était chargé de provisions. Steak, fruits de mer frais, bouteilles de vin, meules de fromage coûteux. Il a pris une bouteille de Cabernet. Thomas, a-t-il dit doucement. Cette bouteille est. Il s'est tu. Il connaissait le vin.
Il savait que c'était une bouteille à 300 $. C'est pour boire, oncle Ben, ai-je dit, pas pour la regarder. Cette première nuit fut magique. Nous avons fait griller des steaks sur le barbecue. Nous nous sommes assis dans le bain à remous sous les étoiles, la vapeur s'élevant autour de nous. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Il n'y avait pas de tension, pas de commentaires passifs-agressifs sur mon travail. Pas de comparaison avec Lucas, juste une joie sincère et pure. Plus tard cette nuit-là, je me suis assis près du feu avec mon ordinateur portable. Je me suis connecté à Facebook. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ma mère avait de nouveau posté une photo d'un burger et de frites. Légende, l'heure du dîner. Les prix d'Aspen sont fous. 25 $ pour un burger. On reste simple ce soir. J'ai zoomé sur la photo. Ils étaient dans un pub bondé. Lucas avait l'air ennuyé. Jessica était sur son téléphone. Mon père avait l'air fatigué. Ils étaient en train de rationner leurs vacances. Ils avaient amélioré la chambre, mais mangeaient de la nourriture bon marché pour compenser. C'était tellement typique. Tout en apparence, rien en substance. J'ai regardé autour de mon chalet. Le silence était lourd et cher. Je me suis versé un verre de ce cabernet. Il avait le goût de la victoire. Le lendemain matin, nous avons dévalé les pistes. J'avais engagé des instructeurs privés pour Mia et tante Clara. Ben et moi avons skié les pistes bleues, le vent fouettant nos visages. Au déjeuner, nous nous sommes arrêtés au Cloud 9 Alpine Bistro. C'est un endroit exclusif sur la montagne, difficile d'obtenir une réservation. J'avais tiré des ficelles avec la conciergerie. Nous étions assis sur la terrasse, mangeant des frites à la truffe et buvant du chocolat chaud. Quand je l'ai vu, assis à 2 tables de là, se trouvait un homme que j'ai immédiatement reconnu. Cheveux argentés, impeccablement vêtu d'un équipement de ski Moncler. C'était Monsieur Henderson, le PDG de Henderson Retail Group, une énorme chaîne nationale. Il était aussi, et c'était crucial, le plus gros client du cabinet de marketing de Jessica. Elle se vantait depuis des mois d'avoir décroché son compte. C'était son gagne-pain, affirmait-elle. J'ai hésité. Devrais-je dire bonjour ? Je l'avais rencontré brièvement lors de quelques événements industriels, mais il ne se souvenait probablement pas de moi. Mais ensuite, il a levé les yeux. Ses yeux se sont plissés derrière ses lunettes de soleil, puis il a souri. Thomas. Thomas Richard. Il s'est levé et s'est approché. Je me suis levé rapidement. Monsieur Henderson, ravi de vous voir. Je ne savais pas que vous skiez, a-t-il dit, me serrant fermement la main. J'ai vu les nouvelles concernant la Sterling Tower terminer en avance. Travail impressionnant, mon cher. Vraiment. Merci, monsieur. Voici mon oncle Ben. Ben s'est levé et lui a serré la main. Monsieur Henderson a regardé notre table, l'abondance de nourriture, l'emplacement privé. Il m'a regardé avec un nouveau niveau de respect. En affaires, l'argent reconnaît l'argent. La compétence reconnaît la compétence. Vous vous en sortez bien, a acquiescé Henderson. Nous devrions prendre un verre plus tard. J'ai un projet à Denver auquel je pense. J'aurais besoin d'un œil comme le vôtre. J'adorerais, dis-je. Prenons une photo, a-t-il dit avec joie. Je veux l'envoyer à Sterling. Le rendre jaloux de vous avoir trouvé le premier. Nous avons posé. Moi, Monsieur Henderson, et l'oncle Ben. Nous avons souri. Flash. Je vous taguerai, a-t-il dit. Je me suis rassise. Mon cœur battait la chamade. Cette photo. Jessica suivait Monsieur Henderson sur toutes les plateformes. Elle avait activé les notifications pour ses publications. Elle traquait ses réseaux sociaux religieusement pour interagir avec son contenu. J'ai vérifié ma montre. Il était 13 heures. La bombe avait été posée. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre l'explosion. Ça n'a pas pris longtemps. Au moment où nous sommes rentrés au chalet cet après-midi-là, mon téléphone vibrait si fort que j'ai cru qu'il allait briser la table basse. Je l'ai décroché, 3 appels manqués de Lucas, 2 de mon père, et une série de SMS de Jessica. Jessica, es-tu à Aspen? Jessica, comment connais-tu Monsieur Henderson?
Jessica, WTF Thomas. Je n'ai pas répondu. Je suis allé à la cuisine et j'ai versé un verre d'eau. Puis j'ai ouvert TikTok. Je connaissais Jessica. Je connaissais son manuel. Quand elle se sentait menacée, elle ne t'affrontait pas directement. Elle attaquait ta réputation. Elle transformait la victimisation en arme. Bien sûr, c'était là. Une nouvelle vidéo postée il y a 20 minutes. La miniature était une photo d'elle, l'air triste, avec une larme faussement éditée sur sa joue. La légende, quand la famille choisit l'argent plutôt que la loyauté, j'ai appuyé sur lecture. Jessica parlait à la caméra, la voix tremblante. Salut les gars, alors je suis vraiment blessé en ce moment. Nous sommes en voyage en famille pour nous rapprocher et nous découvrons que mon beau-frère est ici aussi dans la même ville, mais il ne nous l'a pas dit. Il est dans un manoir de millionnaire, profitant de la vie pendant que ses propres parents ont du mal à payer le dîner. Elle a fait une pause pour l'effet dramatique. Il prétend qu'il est fauché. Il a prétendu qu'il ne pouvait pas aider avec les frais médicaux de maman l'année dernière, mais maintenant il étale son argent. Ça nous fait juste nous demander d'où vient cet argent? Est-ce de la dette? Est-ce quelque chose d'illégal? J'espère juste qu'il va bien. Nous l'aimons, mais ce comportement est si erratique et effrayant. Mon sang s'est glacé. Les frais médicaux de maman. Maman avait subi une opération d'oignon qui était entièrement couverte par l'assurance. Je l'avais conduite à l'hôpital et... illégal. Elle laissait entendre que j'étais un criminel. J'ai fait défiler les commentaires. Ils arrivaient déjà. Waouh, quel imbécile. Coupez les ponts avec lui, ma sœur. On dirait qu'il est mêlé à des affaires louches. Escroquerie de crypto. Elle était en train de détruire mon nom. Elle me dépeignait comme un fils menteur, égoïste, potentiellement criminel qui avait abandonné ses pauvres parents. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Mon email professionnel a sonné sur mon téléphone. Objet, demande urgente concernant la conduite financière. C'était de David Chin, le chef des ressources humaines de ma firme. Thomas, nous avons reçu un email inquiétant aujourd'hui de la part d'une madame Jessica Richard. Elle prétend être un membre de votre famille et a soulevé de graves allégations concernant votre stabilité financière et un potentiel détournement de fonds de l'entreprise. Elle suggère que vos habitudes de dépenses sont incompatibles avec votre salaire et nous a exhorté à enquêter sur les risques de détournement de fonds compte tenu de votre position sur le projet Sterling. Nous devons discuter de cela immédiatement. Elle avait visé le point faible. Elle ne se défoulait pas seulement. Elle essayait de me faire virer. Elle savait que je gérais les budgets. Une accusation de détournement de fonds, même fausse, pourrait suspendre ma licence. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était l'oncle Ben. Il avait vu mon visage. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu l'email. Son visage est devenu rouge foncé. « Cette sorcière ?» a-t-il grogné. Elle essaie de tuer ta carrière. Elle est jalouse, dis-je, ma voix étrangement calme. Elle a vu la photo avec Henderson. Elle a vu le chalet. Elle a réalisé que j'avais de l'argent. Et au lieu d'être heureuse pour moi, elle veut le détruire parce qu'elle ne peut pas l'avoir. Mon téléphone a sonné de nouveau. C'était mon père. Réponds, a dit Ben. Mets le haut-parleur. J'ai glissé le doigt sur le verre. Papa. Thomas. Sa voix était tonitruante. Où diable es-tu? Je suis à Aspen, dis-je. Nous savons que tu es à Aspen. Nous avons vu la photo. Comment oses-tu? Comment oses-tu venir ici et ne pas nous le dire? Et où as-tu trouvé l'argent pour un moniteur de ski privé? Jessica dit que tu loues un manoir. Vends-tu de la drogue, Thomas? Voles-tu à ta firme? Papa, arrête. Ne me dis pas d'arrêter. Tu nous embarrasses. Tu embarrasses ton frère. Il essaie de développer son réseau et tu te montres avec de l'argent que tu n'as pas. Tu dois venir au lodge tout de suite. Nous devons régler ça. Tu dois t'excuser auprès de Jessica de l'avoir inquiétée. M'excuser? J'ai ri. Elle m'a dénoncé au RH, papa. Elle a essayé de me faire virer. Elle est inquiète, a-t-il hurlé. N'importe quelle personne normale serait inquiète.
Tu agis de manière maniaque. Tu dépenses de l'argent comme de l'eau. Tu as besoin d'une intervention. Je ne suis pas maniaque. Papa, je réussis. Ne me mens pas. Je sais ce que gagnent les architectes. Tu ne peux pas te permettre ça. Viens ici maintenant ou j'appelle la police pour faire un contrôle de bien-être. J'ai regardé Ben. Il a hoché la tête. D'accord, papa. J'ai dit, tu veux savoir d'où vient l'argent? Tu veux voir les reçus? Oui, je veux la vérité. Vérifie tes emails, dis-je. Je viens de t'envoyer quelque chose. J'ai cliqué sur envoyer sur le brouillon que j'avais préparé. C'était un simple PDF. Le reçu du chalet, 15 000 $, payé en totalité. Et en dessous, une capture d'écran du dépôt de la prime de 50 000 $ et une capture d'écran du solde de mon compte bancaire, que j'avais constitué pendant 10 ans. C'était un beau chiffre à 6 chiffres. Je ne l'ai pas volé, papa. Je l'ai gagné. Je l'ai gagné pendant que tu achetais des voitures pour Lucas. Je l'ai gagné pendant que tu améliorais ta chambre et me coupais de Noël. Il y a eu un silence sur la ligne. Un silence de respiration lourde. Et au fait, j'ai ajouté, ma voix tombant d'une octave. Je ne viens pas au lodge. Je vais au gala d'architecture demain soir. Monsieur Sterling m'a invité personnellement. Amusez-vous bien dans la suite présidentielle. J'entends dire que la cheminée est sympa. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'adrénaline de laisser enfin la vérité éclater. Ils vont venir pour toi, a prévenu Ben. Qu'ils viennent, dis-je. J'ai une dernière carte à jouer. La nuit du gala arriva. L'événement se tenait au Saint-Régis Aspen, le lieu le plus exclusif de la ville. C'était une soirée de gala pour la Fondation Architecture pour l'Humanité, organisée par Monsieur Sterling. Je me tenais devant le miroir du chalet, ajustant mon nœud papillon. Le smoking que j'avais acheté à Chicago me seyait parfaitement. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme l'enfant qui portait des vêtements de seconde main. J'avais l'air d'un homme qui était à sa place. L'oncle Ben sortit de sa chambre. Il portait un smoking de location, l'air mal à l'aise, mais fier. Tante Clara était magnifique dans une robe bleu marine, et Mia rayonnait dans une robe que nous lui avions achetée en ville la veille. « Tu es prêt, mon grand ?» demanda Ben. « Prêt. » Nous avons pris l'escalade jusqu'au Saint-Régis. Les paparazzi étaient dehors. Les flashs crépitaient alors que nous sortions de la voiture. J'ai vu des gens chuchoter. Le succès de la Sterling Tower s'était répandu. J'étais l'étoile montante. Nous sommes entrés dans la salle de bal. C'était une mer de lustres en cristal et de feuilles d'or. Des serveurs circulaient avec du champagne. J'ai balayé la pièce du regard. Je savais qu'ils regarderaient. L'événement était retransmis en direct. Jessica avait posté plus tôt qu'elle se connecterait pour soutenir les arts, bien que je savais qu'elle espérait juste me voir trébucher sur scène. Monsieur Sterling nous a trouvés près de l'avant. C'était un homme imposant d'une 60aine d'années avec une présence qui dominait la pièce. « Thomas » a-t-il tonné. « Tellement content que vous soyez venu. » Il a serré chaleureusement la main de Ben. « Vous devez être l'oncle. Thomas parle de vous. Dit que vous lui avez appris à tenir un marteau avant qu'il ne puisse tenir un crayon. » Ben a rougi. Il a fait le gros du travail. « Monsieur, veuillez vous asseoir. » Sterling a fait un geste vers la table juste devant la scène. Table VIP. Nous nous sommes assis. Les lumières se sont tamisées. La cérémonie a commencé. J'ai essayé de me concentrer, mais mon esprit a divagué vers mes parents. Regardaient-ils? Étaient-ils assis dans leur chambre d'hôtel à fixer l'iPad, critiquant ma cravate? Finalement, Monsieur Sterling a pris le podium. « Mesdames et messieurs » a-t-il commencé, l'architecture concerne généralement l'acier et le béton. Il s'agit de charges de vent et de tests de contraintes, mais parfois il s'agit de cœur. Il m'a regardé directement. Je veux parler de la Sterling Tower. C'est un bâtiment magnifique, mais l'architecte qui l'a conçu, Thomas Richard, m'a dit quelque chose pendant la phase de conception qui m'est resté en tête. La salle est devenue silencieuse. Il m'a dit que son objectif était de créer un hall où personne ne se sentirait petit.
Ils voulaient construire des espaces où il n'y aurait pas de coin où se cacher, pas de siège de rechange. Ils voulaient un bâtiment où tout le monde se sentirait invité. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Je me suis souvenu d'avoir dit cela, c'était un commentaire anodin lors d'une revue de conception tardive, mais il venait d'un endroit de profonde douleur. Dans un monde qui exclut souvent les gens, a poursuivi Sterling, Thomas a construit pour l'inclusion, et c'est pourquoi ce soir je fais une annonce spéciale. Il a fait une pause. En l'honneur de Thomas Richard et de son incroyable contribution à notre ville, la Fondation Sterling fait un don de 5 millions de dollars au Fonds pour le logement architecture pour l'humanité. La foule a halté. 5 millions de dollars? Mais nous ne faisons pas seulement un don, a dit Sterling. Nous créons le fonds de bourse d'études Thomas Richard. Cet argent sera géré par Thomas pour aider les étudiants défavorisés à financer leurs études d'architecture sans s'endetter. Les applaudissements étaient assourdissants. Les gens se levaient. Thomas, venez ici. Sterling a fait signe. Mes jambes étaient comme de la gelée. J'ai monté les escaliers. Le projecteur était aveuglant. J'ai serré la main de Sterling. Il m'a serré dans ses bras. Tu l'as mérité, mon cher, a-t-il chuchoté. Maintenant, prends le micro. Je me suis tenu au podium. J'ai regardé dans l'objectif de la caméra. Je savais que, à des kilomètres de là, au Grand Timber Lodge, mes parents, Lucas et Jessica, regardaient. J'imaginais leur visage, le choc, la réalisation, 5 millions de dollars, un fonds de legs, une bourse pour éviter la lutte exacte qu'ils m'avaient forcé à endurer. J'ai éclairci ma gorge. Merci, monsieur Sterling, dis-je. Ma voix était calme. Je n'ai pas de discours préparé. J'ai pris une inspiration. J'ai grandi en pensant que ma valeur était déterminée par ce que les autres étaient prêts à me donner. Je pensais que si je n'étais pas invité au voyage ou que je n'avais pas de place à table, je n'avais pas d'importance. J'ai regardé l'oncle Ben au premier rang. Il s'essuyait les yeux. Mais j'ai appris qu'on ne peut pas attendre une invitation. Il faut construire sa propre table. Et il faut la remplir de gens qui croient en vous quand vous n'avez rien à offrir. J'ai fait une pause. Ce fonds n'est pas pour les gens qui ont tout. C'est pour ceux à qui on a dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Je veux que vous sachiez qu'il y a de la place. Je fais de la place. J'ai reculé. Les applaudissements ont retenti de nouveau. Je suis descendu de scène. Je me sentais léger. J'ai vérifié mon téléphone. Il brillait. SMS après SMS de maman. Thomas. Oh mon Dieu. Nous regardons. Nous sommes si fiers. Pleurs de papa. 5 millions. Incroyable. Nous devons fêter ça. Verre à notre hôtel. De Lucas. Frérot, c'était fou. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais si proche de Sterling? Nous devrions parler. Le silence était brisé. Ils n'étaient plus silencieux. Maintenant, ils étaient bruyants. Ils étaient désespérés. Ils sentaient l'argent. Ils sentaient le succès. Mais ils avaient complètement manqué l'essentiel. Les retombées furent rapides. Elles furent brutales et, au sens cosmique, parfaitement synchronisées. Je n'ai pas répondu à mes parents. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et j'ai profité du reste du gala. J'ai dansé avec tante Clara. J'ai présenté Mia à monsieur Sterling qui lui a promis un stage quand elle serait assez âgée. Le lendemain matin, le karma instantané a commencé. Je me suis levé tard. Le soleil brillait sur les montagnes. Je suis entré dans la cuisine pour trouver l'oncle Ben buvant du café, regardant son téléphone avec une satisfaction sombre. « Tu dois voir ça », a-t-il dit. J'ai regardé. C'était un article de journal d'affaires de l'industrie. Titre, consultant en marketing limogé après un scandale de harcèlement viral. J'ai lu rapidement. Monsieur Henderson, le PDG que j'avais rencontré sur la montagne, avait vu le TikTok de Jessica. Il avait vu ces accusations sans fondement contre l'architecte de l'année. L'article citait un porte-parole de Henderson Retail Group, « Nous avons une tolérance zéro pour le cyberharcèlement ou la diffamation. Avec effet immédiat, nous avons résilié notre contrat avec JR Marketing. Les valeurs de notre marque sont l'intégrité et le comportement public récent de leur direction ne correspond pas à cela.
Jessica avait perdu son plus gros client. Ce contrat représentait 80% de ses revenus. Elle était finie, mais ça a empiré pour eux. Lucas travaillait dans la vente pour une entreprise de logistique. Son entreprise était un sous-traitant du Sterling Group. J'ai appris plus tard ce matin-là, par un ami de ma firme, que la nouvelle s'était vite répandue. Sterling n'a pas viré Lucas. Ce serait illégal. Mais il a bien passé un coup de fil au PDG de l'entreprise de logistique, se contentant de poser des questions sur les normes de caractère. À midi, Lucas a reçu un email. Sa prime de fin d'année, celle sur laquelle il comptait pour rembourser ses dettes de carte de crédit du voyage, était retenue en attendant un examen des violations de la politique des médias sociaux. Ils avaient voulu s'en prendre à ma carrière. Ils avaient perdu la leur. Mon téléphone a recommencé à sonner. C'était ma mère. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale. Puis j'ai écouté. Thomas, elle sanglotait. S'il te plaît, tu dois nous aider. Jessica a perdu son contrat. Lucas panique. Ils disent que c'est à cause de toi. S'il te plaît, appelle Monsieur Sterling. Règle ça. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas les laisser nous ruiner. Nous sommes à l'hôtel. S'il te plaît, viens. Nous ne pouvons plus nous permettre ce voyage si Lucas n'a pas sa prime. Règle ça. Même maintenant, elle voulait que je sois le réparateur. Elle voulait que j'utilise mon capital pour nettoyer leur désordre. Je suis resté là, regardant le téléphone. J'ai regardé la vue sur les montagnes. J'ai regardé le chéquier du nouveau fonds de bourse d'études posé sur la table. J'ai tapé un dernier SMS. Je l'ai envoyé à un groupe de discussion avec maman, papa, Lucas et Jessica. J'ai vu le TikTok. Jessica, tu m'as accusé d'être un criminel. Tu as essayé de me faire virer. Cela a des conséquences. Maman, papa, vous m'avez désinvité pour économiser 500 $. Vous avez fait votre choix. Vous avez investi en Lucas. Maintenant, vous devez vivre avec le rendement de cet investissement. Je ne viens pas à l'hôtel. Je n'appelle pas Monsieur Sterling. Je profite de Noël avec ma famille. Ne me contactez plus. Puis un par un, j'ai appuyé sur le bouton. Bloqué. Bloqué. Le silence est revenu. Mais cette fois, ce n'était pas le silence d'être ignoré. C'était le silence de la paix. Tout va bien, demanda Ben. Je l'ai regardé. J'ai regardé tante Clara faire des crêpes. J'ai regardé Mia dessiner dans son carnet de croquis. Oui, dis-je en posant le téléphone. Tout est parfait. J'avais perdu un frère et des parents ce jour-là, mais j'avais réalisé que je ne les avais jamais vraiment eus. Ce que j'avais était ici dans cette pièce, et cela valait plus de 5 millions de $. 6 mois peuvent sembler une éternité lorsque l'on cesse enfin de porter le poids des attentes des autres. Au cours du semestre qui a suivi le gala, ma vie s'est accélérée d'une manière dont je n'avais fait que rêver. Fidèle à sa parole, Monsieur Sterling n'a pas seulement fait un chèque. Il m'a fait associer à part entière dans l'entreprise. Mon nom était désormais gravé sur les portes vitrées du bureau de l'associé, Henderson, Wright et Richard. J'ai acheté une nouvelle voiture, pas une voiture de sport à accent grave-l'œil pour impressionner une équipe de football, mais une Porsche 911 Targa d'un bleu nuit profond. C'était une machine de précision et d'ingénierie, quelque chose que j'ai acheté simplement parce que j'appréciais le design, pas parce que j'avais besoin de projeter une image. Mais le silence de ma famille biologique, fut le changement le plus significatif. Après avoir bloqué leur numéro, le chaos a cessé. Il n'y avait plus de messages culpabilisants, plus d'appels d'urgence concernant des crises familiales qui n'étaient en réalité que de la mauvaise gestion financière. C'était comme si le grésillement d'une radio s'était enfin dissipé, ne laissant que de la musique. Cependant, dans une petite ville, ou même une grande ville où les cercles se chevauchent, on n'échappe jamais vraiment aux rumeurs. J'ai entendu des bribes de nouvelles par des cousins éloignés ou de vieux amis de la famille qui n'avaient pas encore choisi leur camp. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Lucas et Jessica étaient toujours ensemble, mais c'était un mariage maintenu par les dettes et les reproches mutuels. Après que Jessica ait perdu son plus gros client, son agence a fait faillite. Elle a dû prendre un poste d'assistante de direction marketing chez un concessionnaire automobile local. Une humiliation pour quelqu'un qui se vantait de conseiller des entreprises du Fortune 500.
Lucas était dans une situation pire. Sa prime avait été réduite. Et sans la banque de papa et maman pour le sortir d'affaires, le bail de son appartement de luxe avait été annulé. Ils avaient emménagé dans un petit condo de 2 chambres à la périphérie de la ville. Et mes parents. C'est cette nouvelle qui m'a finalement fait marquer une pause. J'ai entendu dire qu'ils vendaient la maison, la grande coloniale à 4 chambres où j'ai grandi, la maison où j'avais passé des années à me sentir comme un invité dans ma propre famille. Ils réduisaient la taille. La rumeur disait qu'ils étaient sous l'eau sur le prêt hypothécaire parce qu'ils avaient refinancé 3 fois pour payer les mariages de Lucas, les voitures de Lucas et les erreurs de Lucas. J'ai ressenti un pincement au cœur en entendant cela. Pas de culpabilité, pas exactement. C'était plutôt un écho sourd d'une douleur que je ressentais autrefois. Ils vendaient la scène où toutes leurs pièces avaient été jouées. Maintenant que le public était parti, puis le colis est arrivé. Il est arrivé un mardi pluvieux, presque exactement 6 mois après le message, pas de place. Je suis entré dans mon bureau, secouant la pluie de mon parapluie, et j'ai vu une boîte en carton posée sur mon bureau. Elle était abîmée, scellée avec des couches excessives de ruban adhésif. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais je reconnaissais l'écriture. Nette, anguleuse, agressive. C'était celle de mon père. J'ai fixé la boîte pendant longtemps. Mon assistante, Sarah, a passé la tête par la porte. « Voulez-vous que je l'ouvre, Thomas, ou que je la jette ?» Ça a l'air suspect. « Non, dis-je, la voix tendue. Je m'en occupe. » J'ai attendu que tout le monde soit rentré. Le bureau était silencieux, à part le bourdonnement de l'aspirateur du service de nettoyage au bout du couloir. Je me suis assis à mon bureau, les clés de la Porsche lourdes dans ma poche, et j'ai coupé le ruban adhésif avec un ouvre-lettres. À l'intérieur, il y avait une odeur, celle de vieux papier moisi, et une légère odeur de tabac. Mon grand-père fumait la pipe. J'ai retiré les couches de papier de soie jaune. La première chose que j'ai vue était un portfolio en cuir. Il était craquelé par le temps. Je l'ai ouvert. J'ai eu le souffle coupé. C'étaient des plans, dessinés à la main, à l'encre sur vélin, mais ce n'étaient pas les miens, et ils n'étaient pas récents. Les dates dans le coin dataient d'il y a 40 ans. Robert Richard, Architecture 101. Projet final. Mon père. J'ai tourné les pages. Ils étaient bons. Ils étaient meilleurs que bons. Ils étaient brillants. Il y avait des croquis de maisons modernistes, de ponts imposants, de centres civiques complexes. Les lignes étaient confiantes, la perspective impeccable. Il y avait un talent brut, indomptable dans ces pages que j'ai reconnues instantanément parce que j'en ai vu des traces dans mon propre travail. Je n'avais jamais su. Il ne m'avait jamais dit. Pour moi, Robert Richard était un homme d'affaires qui vendait des fournitures de plomberie industrielle. Un homme qui se souciait des marges et des quotas de vente. Je n'ai jamais su qu'il avait l'âme d'un artiste. Sous le portfolio se trouvait une lettre. Elle était écrite sur son papier à en-tête personnel, le papier épais et coûteux. Une dernière tentative de conserver son statut. Je me suis versé un verre de la carafe sur mon étagère avant de la déplier. Thomas, je n'écris pas ceci pour demander pardon. Je sais que ce bateau a mis les voiles la nuit où tu t'es tenu sur cette scène et où tu n'as pas mentionné mon nom. Je méritais ce silence. J'écris parce que nous sommes en train de faire les cartons de la maison. Nous l'avons vendu hier. Nous déménageons dans un condo près de Lucas. Il a besoin d'aide avec le bébé et honnêtement, nous ne pouvons plus nous permettre l'entretien. J'ai trouvé ce portfolio dans le grenier. J'allais le jeter à la poubelle avec le reste des vieilleries. Mais ensuite, j'ai regardé ton bâtiment, la Sterling Tower. Je suis passé devant la semaine dernière. J'ai garé la voiture et je l'ai juste regardé pendant 1 heure. Tu dois savoir la vérité. Tu dois savoir pourquoi la chaise était toujours vide. Quand j'avais ton âge, je voulais être toi. J'avais la lettre d'acceptation de Cornell. J'avais la bourse. J'avais le rêve. Mais mon père, ton grand-père, était un homme dur. Il a déchiré la lettre. Il m'a dit que dessiner de jolies images était pour les femmes et les rêveurs. Il m'a dit que j'avais un devoir envers l'entreprise familiale. Il m'a dit que si je partais, j'étais renié. J'étais un lâche, Thomas. Je suis resté. J'ai pris le poste. J'ai enterré l'artiste et je suis devenu le vendeur.
J'ai détesté chaque minute de cela pendant 40 ans. Et puis tu es arrivé. Tu étais silencieux. Tu étais observateur. Et quand tu as commencé à dessiner, mon Dieu, ça m'a terrifié. Tu avais les mêmes mains, le même œil. Tu faisais la seule chose que j'étais trop faible pour faire. Je ne te haïssais pas. Je me haïssais. Chaque fois que tu réussissais, c'était un miroir me montrant mon propre échec. Chaque récompense que tu gagnais était un rappel de la vie que j'avais abandonnée. Lucas était facile. Lucas n'a pas de profondeur. C'est un vendeur comme je me suis forcé à l'être. Il ne me mettait pas au défi. Il ne me rappelait pas le fantôme de l'homme que j'aurais pu être. C'est pourquoi je l'ai choisi. Ce n'était pas parce qu'il était meilleur. C'était parce qu'il était sûr. Tu étais dangereux pour mon ego. Je sais que cela ne répare rien, mais je voulais que tu aies ces dessins. Ils appartiennent au seul architecte de la famille. Nous sommes en difficulté, Thomas. La vente de la maison couvre à peine les dettes que nous avons contractées pour Lucas. Je ne demande rien, mais si tu trouves dans ton cœur de cœur d'aider ta mère, elle ne connaissait pas mon passé. Elle a juste suivi mon exemple. Bonne chance avec ta vie. Tu as construit une sacrée table. Papa, j'ai posé la lettre. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai ressenti une étrange sensation de vide dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du soulagement. C'était de la pitié. Profonde, écrasante pitié. Toutes ces années, je pensais que j'étais le problème. Je pensais que je n'étais pas assez bon, assez charismatique, assez athlétique. Mais il ne s'agissait jamais de moi. J'étais juste un dommage collatéral dans une guerre que mon père menait avec son propre fantôme. Il m'avait puni pour sa propre lâcheté. Il avait essayé d'éteindre ma lumière parce qu'elle rendait son obscurité trop visible. J'ai regardé la ligne près de la fin. Nous sommes en difficulté. Si tu trouves dans ton cœur d'aider ta mère, même dans sa confession, même dans son moment de vulnérabilité, il y avait l'hameçon, la douce demande, la manipulation, il essayait d'échanger son traumatisme contre mon argent. Il m'offrait le pourquoi en échange d'un renflouement. J'ai refermé le portfolio. J'ai touché la couverture en cuir une dernière fois. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'avais versé toutes mes larmes pour eux il y a des années, lors de Noël solitaire et d'anniversaires vides. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'oncle Ben. Salut mon grand, Ben a répondu dès la première sonnerie. Travail tardif. Je viens de recevoir un colis de papa, dis-je. Il m'a envoyé ses vieux dessins d'architecture de quand il était jeune. Il y eut un long silence à l'autre bout. Ah, Ben a soupiré, alors il t'a enfin dit. Tu savais. Je savais qu'il voulait aller à l'école d'art, dit Ben. Je savais, papa, ton grand-père l'a brisé. Il lui a fait perdre ses rêves, Thomas. Littéralement, c'était une autre époque. Robert n'a jamais été le même après ça. Il est devenu amer. Il est devenu froid. J'ai dit, c'est pourquoi il m'a repoussé. Parce que je lui rappelais ce qu'il avait abandonné. Ça ressemble à Robert, dit Ben. Toujours à faire de sa douleur le problème de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il veut de l'argent? Oui, il l'a laissé entendre. Il a dit qu'ils avaient vendu la maison. Ne le fais pas, Thomas, dit Ben, sa voix tranchante. Je te connais. Tu as un bon cœur. Tu lis cette lettre et tu as de la peine pour lui. Mais l'argent ne réparera pas un trou dans l'âme. Tu leur donnes de l'argent maintenant et ils te videront de tout comme ils se vident eux-mêmes. Cette dette n'est pas à toi de la payer. Je sais, dis-je, et je savais. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La pluie fouettait la vitre, brouillant les lumières de la ville. Je pouvais voir la tour Sterling au loin, sa flèche perçant les nuages, illuminée d'or blanc. Mon père avait construit une vie de regret. J'avais construit une vie d'action. Il avait laissé son père dicter son avenir. J'avais refusé de le laisser dicter le mien. Je suis retourné au bureau. J'ai pris le portfolio de dessins et les placé sur l'étagère à côté de mes propres récompenses. Je le garderai, non pas comme un souvenir de mon père, mais comme un rappel de ce qui arrive quand on trahit son propre talent. C'était un récit édifiant relié en cuir. Puis j'ai pris la lettre. Je ne l'ai pas brûlée. Ce serait trop dramatique.
je l'ai simplement glissé dans le destructeur de documents près de mon bureau. Où la confession, les excuses, la demande d'argent, tout cela s'est transformé en confetti en quelques secondes. Je n'allais pas les sauver. Je n'allais pas les encourager. Ils avaient fait leur choix dollar par dollar, année après année. Ils avaient investi dans l'enfant prodige, et maintenant ils devaient vivre dans la maison que cet investissement avait construite. Je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai ouvert le portail bancaire du fonds de bourse d'études Thomas Richard. J'ai transféré 50 000 $ supplémentaires sur le compte. Pour les enfants qui ne seront pas arrêtés, ai-je murmuré. J'ai pris mon manteau et les clés de la Porsche. Il était temps de rentrer. Non pas dans le condo vide où mes parents déballaient des cartons de regrets, mais dans la maison que j'avais choisie. Ma nouvelle maison n'est pas en ville. Elle est à environ 40 minutes, sur un terrain boisé qui surplombe une rivière tranquille. Je l'ai conçue moi-même. Évidemment, ce n'est pas un palais. Elle n'a pas de suite présidentielle ni de robinet plaqué or. Elle est construite en cèdre et en verre, conçue pour se fondre dans les arbres plutôt que pour les dominer. Elle a un plan d'étage ouvert rempli de lumière naturelle. Mais la caractéristique la plus importante de la maison est la table à manger. Il y a une énorme dalle de noyer de 3,6 mètres de long. J'ai commandé à l'oncle Ben de la construire. Cela lui a pris 3 mois. Il a raboté chaque centimètre à la main. Solide, lourde et pratiquement indestructible. Elle peut accueillir 20 personnes. Je suis entré dans l'allée. La pluie avait cessé, laissant l'air sentir la terre mouillée et le pain. J'ai vu le camion rouillé de Ben garé à côté de ma Porsche. Les voir côte à côte me faisait toujours sourire. C'était la juxtaposition parfaite de mes origines et de là où j'allais, un pont d'amour. Je suis entré. La maison sentait l'ail rôti, le romarin et le rire. Oncle Thomas. Mia a couru vers moi. Elle était plus grande maintenant, 15 ans, et tenait un carnet de croquis. Regarde, j'ai terminé le dessin en perspective que tu m'as montré. Le point de fuite est bien meilleur. J'ai regardé le croquis. C'était un dessin de cette maison. Incroyable, dis-je en ébouriffant ses cheveux. Tu as l'œil, mon enfant. Nous devrons peut-être mettre ton nom sur la porte à côté du mien plutôt que je ne le pensais. Je suis allé à la cuisine. Tante Clara coupait des légumes. Sarah, mon ancienne rivale, maintenant ma partenaire dans tous les sens du terme, goûtait une sauce sur la cuisinière. L'oncle Ben ouvrait une bouteille de vin. Tu es en retard, Ben a grogné, mais ses yeux souriaient. Nous avons presque commencé le barbecue sans toi. J'avais quelques affaires à régler au bureau, dis-je. Je n'ai pas mentionné la lettre. Je n'avais pas besoin d'obscurcir cette pièce avec l'ombre de mon père. Je me suis dirigé vers Sarah et j'ai embrassé sa joue. Ça sent incroyablement bon. C'est la recette de Clara, a-t-elle dit. Je ne suis que le sous-chef aujourd'hui. Nous nous sommes rassemblés autour de la grande table en noyer. Nous n'étions que 5, mais la table ne semblait pas vide. Elle semblait pleine. Nous nous sommes passés la nourriture. Nous avons parlé du nouvel atelier de Ben. Je l'avais aidé à développer son entreprise avec un petit prêt qu'il avait insisté pour rembourser avec intérêt, bien que je mette secrètement ses paiements directement dans un fonds d'études pour Mia. Nous avons parlé du nouveau projet de Sarah. Nous avons parlé de tout et de rien. À un moment donné, je me suis penché en arrière et je les ai juste regardés. J'ai pensé au mot héritage. Mon père pensait que l'héritage était une question d'argent, de propriété, de transmission d'une entreprise ou d'une maison. Il pensait avoir perdu son héritage lorsque son père l'avait renié. Et il pensait pouvoir en assurer un nouveau grâce à Lucas. Mais il avait tort. L'héritage n'est pas ce que l'on laisse sur un compte bancaire. C'est ce que l'on laisse dans les gens. Mon père avait transmis son traumatisme, son insécurité et sa jalousie à Lucas. Lucas vivait maintenant la même vie de prétention et de dette que Robert avait vécu. C'était un cycle de misère transmis de père en fils comme une tare génétique. L'oncle Ben n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'action, mais il avait transmis l'intégrité. Il avait transmis la loyauté. Il avait transmis la capacité d'aimer sans condition. C'était l'héritage que je voulais. C'était l'héritage que j'avais reçu. Non pas de mon père, mais de l'homme qui est intervenu quand mon père est sorti. Thomas ? Mia a demandé, me tirant de ma rêverie.
Tu vas bien? Je l'ai regardé. J'ai regardé cette table que j'avais construite littéralement et métaphoriquement. Oui, dis-je en levant mon verre. Je vais mieux qu'avant. Je suis riche. Ben a ri. Ne laisse pas ça te monter à la tête, millionnaire. Pas ce genre de richesse, Ben, dis-je. J'ai regardé par les baies vitrées. À travers les arbres au loin, je pouvais à peine distinguer les lumières de la ville se reflétant sur les nuages. Quelque part dans cette ville, mes parents étaient assis dans une pièce plus petite, se demandant où tout avait mal tourné, évaluant leurs pertes. Ils avaient essayé de me faire sentir petit pour qu'ils puissent se sentir grands. Ils avaient essayé de me priver d'affection pour qu'ils puissent nourrir leur enfant chéri. Mais au final, la faim est un puissant moteur. Elle m'a appris à chasser. Elle m'a appris à cuisiner. Et elle m'a appris que je n'avais jamais eu besoin de leur table de toute façon. J'avais construit la mienne, et il n'y avait pas de chaise vide ici. Au bâtisseur, dis-je, levant mon verre de vin. Ben a trinqué son verre contre le mien. Le son a retenti clair et vrai comme une cloche signalant la fin d'une longue nuit noire. Au bâtisseur, a répété tout le monde. J'ai pris une gorgée. C'était le meilleur vin que j'ai jamais goûté. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce voyage. Ce n'était pas une histoire facile à raconter, mais je sentais que je devais la partager. S'il y a une leçon que je veux que vous reteniez de mon expérience, c'est celle-ci. La famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par le comportement. La lettre de mon père m'a appris que souvent les gens qui nous blessent projettent leurs propres échecs sur nous. Mais leur traumatisme n'est pas votre dette à payer. Vous n'êtes pas responsable de réparer des parents qui se sont brisés eux-mêmes. Votre véritable valeur nette n'est pas le chiffre de votre compte bancaire. C'est la paix dans votre maison et les gens qui sont là pour vous quand vous n'avez rien à offrir que vous-même. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû choisir votre famille logique plutôt que votre famille biologique? Ou peut-être avez-vous dû briser un cycle de traumatisme générationnel? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous. It has got far too much hold on you. Let it go. Then you can go yourself and be free. I'll do as I choose and go as I please, said Bilbo obstinately. Now, now, my dear hobbit, said Gandalf. All your long life we have been friends, and you owe me something. Come, do as you promised. Give it up. Well, if you want my ring yourself, say so, cried Bilbo. But you won't get it. I won't give my precious away, I tell you. His hand strayed to the hilt of his small sword. Gandalf's eyes flashed. It shall be my turn to get angry soon, he said. If you say that again, I shall. Then you'll see Gandalf the Grey uncloaked. Damn. He took a step towards the hobbit, and he seemed to grow tall and menacing. His shadow filled the little room. Bilbo backed away to the wall, breathing hard, his hand clutching at his pocket. They stood for a while facing one another, and the air of the room tingled. Gandalf's eyes remained bent on the hobbit. Slowly his hand relaxed, and he began to tremble. I don't know what has come over you, Gandalf, he said. You have never been like this before. What is it all about? It is mine, isn't it? I found it, and Gollum would have killed me if I hadn't kept it. I'm not a thief, whatever he said. I've never called you one, Gandalf answered, and I am not one either. I'm not trying to rob you, but to help you. I wish you would trust me as you used. He turned away, and the shadow passed. He seemed to dwindle again to an old grey man, bent and troubled. Bilbo drew his hand over his eyes. I'm sorry, he said, but I felt so queer. And yet it would be a relief in a way not to be bothered with it any more. It has been so growing on my mind lately. Sometimes I have felt it was like an eye looking at me.
And I am always wanting to put it on and disappear, don't you know? Or wondering if it's safe and putting it out just to make sure. I tried locking it up, but I found I couldn't rest without it in my pocket. I don't know why, and I don't seem able to make up my mind. Then trust mine, said Gandalf. It is quite made up. Go away and leave it behind. Stop possessing it. Give it to Frodo, and I will look after him. Bilbo stood for a moment, tense and undecided. Presently he sighed. All right, he said with an effort. I will. And he shrugged his shoulders and smiled rather ruefully. After all, that's what this party business was all about, really. To give away lots of birthday presents and somehow make it easier to give it away at the same time. It hasn't made any easier in the end, but it would be a pity to waste all my preparations. It'll quite spoil the joke. Indeed, it would take away the only Hello, point welcome I in, ever it's saw in the Revis. affair, said Gandalf. Very well, said Bilbo. Goes to Frodo with all the rest. He drew a deep breath. Now I really must be starting, or somebody else will catch me. I have said goodbye, and I couldn't bear to do it all over again. He picked up his bag and moved to the door. You have still got the ring in your pocket, said the wizard. Well, so I have, cried Bilbo. And my will and all the other documents too. You had better take it and deliver it to me. Deliver it for me. That will be safest. No, don't give the ring to me, said Gandalf. Put it on the mantelpiece. It will be safe enough there till Frodo comes. I shall wait for him. Bilbo took out the envelope, but just as he was about to set it by the clock, his hand jerked back, and the packet fell on the floor. Before he could pick it up, the wizard stooped and seized it and set it